Cela fait exactement 20 ans que la Constitution de 2006 a été promulguée par l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Que retient-on? Quelles sont les forces, les faiblesses, l'évaluation 20 ans après cette Constitution en vigueur dans notre pays, la République démocratique du Congo? Processus électoral, est-ce que le glissement est-il déjà consommé au regard de la feuille de route publiée par la CENI à l'époque, cartographie, révision du fichier électoral, enrôlement des électeurs? Est-ce que toutes ces étapes-là sont déjà le moment de faire tout cela? Est-il déjà dépassé et qu'on est déjà en plein glissement? Est-ce que le glissement est-il envisageable dans le contexte actuel? 24 janvier 2019, 24 janvier 2026, 7 ans que le président Tshisekedi prêtait serment devant le peuple, jurant de défendre cette constitution et l'intérêt supérieur de la nation. 7 ans plus tard, qu'a-t-il fait du mandat lui confié par le peuple? Enfin, problématique de l'Est, de l'insécurité de l'Est dans le pays. Que se passe-t-il exactement? Quelle est la voie idéale? Aujourd'hui, on parle d'un dialogue. Est-ce vraiment la voie idéale? Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Dans cette émission, Entre les lignes, nous recevons pour la première fois Monsieur Jonas Tchombela. Il est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. En tout cas, bonjour coordonnateur. Cordon. Bonjour. Merci beaucoup de votre temps. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir pour la première fois. Pour la première fois. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis pour la première fois sur un plateau de télévision. C'est la première fois. Peut-être c'est ma rentrée. En tout cas, c'est un plaisir immense. Vous n'êtes pas facile à attraper. Hein? Vous êtes difficile à avoir. Surtout en semaine, le programme est tellement... Je suis foutu. Je suis foutu, je vous avoue. Je suis foutu. En tout cas. Alors, commençons par parler de votre structure, hein, parce que l'opinion, peut-être certains ne connaissent pas trop la nouvelle société civile congolaise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en 2-3 mots de la nouvelle société civile congolaise? Je peux dire à ceux qui connaissent la nouvelle société civile congolaise, c'est une grande plateforme de ce pays qui a 800 organisations membres avec 26 représentations en province, dans les territoires, chefferies, un peu par-ci par-là, au moins 800 organisations membres. Nous sommes une organisation qui travaille sur les questions de la démocratie, de la bonne gouvernance, la mobilisation sociale, les droits de l'homme, la participation de la jeunesse, de la femme, politique, mais aussi la recherche et les médias. Cette année d'ailleurs, nous comptons lancer une unité de recherche sur des questions de notre pays. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous travaillons également sur la question des ressources naturelles. Cette année, c'est une priorité pour nous. Il faut travailler dans les questions des ressources naturelles. Nous avons travaillé sur la démocratie et les droits de l'homme plusieurs années. Nous ouvrons l'axe des ressources naturelles pour suivre comment les conditions du travail et comment ces minéraux profitent aux Congolais. Parfois, ça leur procure la mort. Donc, nous sommes là en train de travailler sur cette question de cela. Bientôt, d'ailleurs, une deuxième publication sera encore faite sur la réforme électorale. Comme c'est prévu, on y arrivera. Justement, on y arrivera. Ça fait combien de temps déjà que la nouvelle société civile congolaise exerce? Elle a 17 ans. Elle est créée le 13 février 2009. À ce jour, nous totalisons 17 ans d'existence. Le 13 février, 17 ans jour pour jour. Oui, pour jour. Sans repos. Merci beaucoup, M. Jonas Tchombela. Mais vous êtes de la société civile, vous êtes apolitique. Dites-nous un peu quelle est votre perception de la gestion du pays par le nouveau président et tout son gouvernement. Comment vous avez trouvé? Est-ce qu'il s'est démarqué de ses prédécesseurs? Non. La société civile ne fait pas la politique active, mais elle parle de la politique. Exactement. La politique de gestion de la République, la politique de gouvernance, la politique de la sécurité. Oui, donc cela ne nous empêche pas de parler. Maintenant, revenons à ta question, savoir est-ce que
Actuellement, mais vous savez, M. Tshisekedi, parce que c'est de lui que vous faites allusion, il hérite un pouvoir de 18 ans, de 52 ans, avec tout ce qu'il y a eu comme problème dans tous ces régimes. Et il trouve aussi ses propres problèmes, et la guerre, du coup, éclate. Du coup, il a un nouveau champ du travail, la paix, alors qu'il avait un programme qui n'avait pas prévu la guerre. Donc, il est en train de se battre dans ce champ-là, et trahi de toutes parts, mais il est vivant. Nous suivons ce qui se passe autour de lui. Maintenant, ce qu'il a comme difficulté, il n'a pas de gens sincères. Il n'a pas des hommes et des femmes sincères autour de lui pour prendre le chemin. C'est un volontariste. C'est quelqu'un qui est venu, qui avait une vision, mais il est détourné parce qu'il a des hommes et des femmes autour de lui. Je ne dis pas que tous, certains n'ont pas son agenda. Ils ont un agenda qui n'a rien à faire avec le pays. Et c'est pour cette raison qu'il se bat comme un lion pour que la paix revienne dans le pays, avec tout ce qu'il y a comme des imperfections liées à la nature humaine. Et on ne peut pas dire qu'il fait tout bien. Et il avait pris de bonnes décisions au début sur la question de la justice. Mais je trouve qu'il a tenté de lâcher sur cette question parce que lorsqu'on a vu le procès de 100 jours, nous avions dit que la justice du Congo est en train de renaître. Mais les résultats après n'ont pas été intéressants. Alors, de ce côté-là, il y a du travail à faire. C'est un homme bon, un homme... Mais qu'est-ce qui démontre qu'il n'a pas d'entourage? Les faits palpables. Mais lorsqu'on parle des projets Chilejelo, lorsqu'on parle de détournement, des gens qui ont détourné, et il y en a qui continuent à circuler, toutes ces questions-là sont des questions qu'il faut... C'est des hommes en qui il a fait confiance. Il a fait confiance à ces hommes et ces femmes autour de lui, mais ils l'ont pris pour un naïf. Mais je l'ai suivi un jour, moi je ne suis pas naïf, mais je suis poli. C'est lui qui lui disait-il. Il n'est pas naïf, mais il est poli, il respecte tout le monde. Il respecte tout le monde. Maintenant, tous ces hommes sont comme des vautours qui viennent, qui bicolent, qui trahissent. Vous allez voir son entourage, il est en train d'être nettoyé. Ça montre qu'il était entouré avec des hommes en qui il a fait confiance. Malheureusement, ils sont en train de le trahir. Mais aussi, il devait regarder un peu plus loin que son entourage. Il y a encore des hommes qui peuvent encore l'aider. Qu'est-ce que vous le reprocherez aujourd'hui, après cette année passée au pouvoir? Quelle est la plus grande reproche que vous pouvez faire au président? Moi, je le formule, il a trop fait confiance à des gens qui ne devaient pas faire confiance et ils ont trahi le pays. Vous voyez ça? C'est ce qui risque d'être dans son bilan. Et c'est lui qui répondra, ce n'est pas eux. Celui qui répondra, ce n'est pas eux. Donc il a fait cela. Et l'impunité est en train de prendre corps dans notre société. La lutte contre la corruption n'avance pas assez. Donc il a créé des agences telles que changement de mentalité qui ne font presque rien. Ils sont là. Je crois que c'est des outils du travail pour lui. Mais malheureusement, c'est ce qui les anime sombre, où ils n'ont pas la vision de celui qui est là, parce que quelqu'un qui a pris de grandes décisions. J'ai organisé dans cette ville la marche pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Dans cette ville, les images existent, les témoins existent, une grande marche dans cette ville pour soutenir la gratuité. Pourquoi j'avais organisé cette marche? Pourquoi? Parce que j'estimais que c'était une décision qui profite même à un enfant qui n'est pas à Kinshasa. Et on lui donne au moins la chance d'étudier. C'était une grande décision. Et ça lui coûte de la jalousie des promoteurs des écoles, des églises qui avaient des écoles. Ça lui coûte les grands problèmes. Et je suis d'accord avec lui sur ce point, qu'il tienne bon. Parce que cette décision, elle n'est pas discriminatoire. Un enfant qui est Faradje, qui est à Demba, qui est à Moueka, qui ne sait pas, qui est à n'importe quoi de la République, a bénéficié de ce message, a bénéficié de cette formation. Mais quand vous comparez le président Tshisekedi à son prédécesseur, vous estimez que lequel a été quand même au service du peuple? Mais je crois que en l'espace de 7 ans, il y a des universités qui poussent dans tout le pays.
18 ans, il a mieux aucune fait. université. Il a mieux fait que son Il a père. amélioré la situation. Si d'ailleurs il n'y avait pas la guerre, je crois que cet homme aurait fait beaucoup de choses pour le Congo. Et il est en train même d'entrer dans l'histoire parce qu'il est en train de gagner une guerre sans armes. Vous voyez ça? C'est extraordinaire. Il a trouvé que la voie diplomatique et il y a travaillé. Et je crois qu'il était peut-être préparé parce qu'à l'UDPS, il s'occupait des affaires extérieures. Est-ce qu'il n'était pas déjà préparé pour affronter les grands défis et savoir comment... Il est allé là où la guerre venait. C'est là qu'il est allé négocier. Parce que le Rwanda, c'est encore une autre marionnette. Mais ceux qui sont derrière le Rwanda, c'est là qu'il est allé négocier. Et les gens lui reprochent pourquoi il est allé là-bas, il devait faire... Même si nous allons parler tout à l'heure, vous avez parlé du dialogue. Mais on ne peut faire le dialogue si le Rwanda sera sur le terrain. Ça fait 30 ans qu'il pille le pays. Ça fait 30 ans avec près de millions de Congolais qui sont morts. Sans justice. En toute impunité. C'est pourquoi sa résistance au dialogue, s'il y en a, c'est un dialogue qui devra avoir le problème de la justice. On ne doit pas se faire comme si c'est devenu une prime de guerre. Quand on tue, on devient au pouvoir et que c'est devenu une autre manière d'accéder au pouvoir au Congo. Ça doit s'arrêter. Donc la justice, la mémoire pour les victimes, la réparation, je crois que c'est des grands rendez-vous que nous sommes en train de voir avec eux. L'histoire des lois d'amnistie, là, je pense que cette fois-ci, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Mais parlons justement de dialogue, puisque vous avez déjà ouvert le bal. Dites-nous, quelle est votre appréciation par rapport au dialogue? L'opposition et même ceux qui ont pris les armes disent qu'il faut qu'il y ait un dialogue inclusif, même avec tous ceux qui ont pris les armes, il faut que tout le monde soit autour d'une table. Le chef de l'État lui dit dialogue oui, mais sans ceux qui ont tué les armes, il faut que les décisions de justice restent telles qu'elles ont été prises, pas de changement à ce niveau-là. Quelle est votre lecture? Bien, vous savez, Dan, la situation du dialogue, tout à l'heure, je viens de Lemba, où j'étais dans une conférence autour du dialogue. J'ai dit aux participants que s'il devait y avoir le dialogue, c'est un dialogue qui tire des leçons de tout le dialogue que le pays a connu. Expliquez-vous. Oui, tout le dialogue que le pays a connu, nous en avons, depuis la table ronde à ce jour, on en a connu de toute manière. Ce dialogue-là débouche toujours par le partage du pouvoir. Ce dialogue-là débouche toujours par l'intégration, le mixage. Ce type de dialogue-là, est-ce qu'on a des résultats? Parce que tous les 10 ans, il y a une rébellion. On crée le dialogue. Et ce n'est pas la stratégie même de Kagame de nous piéger avec la guerre pour mieux infiltrer l'administration congolaise. Il faut le dialogue et ainsi on injecte dans notre administration des gens aux agendas du Rwanda. Donc on doit tirer les leçons de tout ça. Tout le dialogue, il y a eu des lois d'amnistie. Tout le dialogue, il y a eu des gens qui ont tué, qui ont violé, qui aujourd'hui, on le voit, nos chefs, parler au nom du peuple qui l'a tué. Ce type de dialogue, nous devons tirer les leçons de tout ça. Qu'est-ce que vous suggérez concrètement? Mais concrètement, je dis qu'avant même qu'on ose parler du dialogue, à mon avis, la souveraineté ne se brade pas, ne se négocie pas. Okay. Le dialogue reste un élément de la souveraineté aussi. Un peuple peut s'unir, déterminer son avenir, examiner, évaluer tout ce qu'elle a puis organiser comme bavure ou faute commise et puis orienter l'action à venir très bien. Pour moi, qu'est-ce que je propose? C'est des préalables. Lesquels? L'agenda du dialogue est quoi? Parce que ceux qui parlent du dialogue inclusif, ils ne disent pas l'agenda est quoi. Avec qui faire ce dialogue? Ça sont des préalables. Je propose même que le dialogue se passe en 2 temps. Oui. Les hommes armés qui sont à Doha avec le gouvernement, ils doivent aller avec ce dialogue-là jusqu'au bout. On ne doit pas nous mélanger pour encore nous piéger avec l'intégration et le mixage. Donc, le deuxième temps, le dialogue civil. Ce dialogue-là concerne tous ceux qui n'ont pas pris les armes. Enfin, on peut harmoniser pour avoir un schéma clair qu'on ne reprendra plus les armes et que désormais au Congo,
accéder au pouvoir passe toujours par la voie reconnue par la Constitution. C'est ça de préalable pour moi. Vous pensez que ce dialogue doit se tenir à Kinshasa ou à l'étranger? Moi, je pense que si nous voulons être sérieux, c'est pour les Congolais, non? Oui. Le dialogue doit se faire ici. Alors vous allez me dire, mais comment c'est qu'on peut les armes? Mais pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ont pris l'arme pour sauver la population. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Parce qu'ils parlent au nom de la population. Qu'ils viennent. C'est la population. Mais la justice les a déjà condamnés. Mais écoute, il y en a qui sont condamnés, il y en a qui ne sont pas condamnés. Et ceux qui sont condamnés doivent le demeurer. Ils doivent le demeurer. Pas d'amnistie. Non, non, pas d'amnistie, parce que sinon c'est de l'impunité. C'est ça qui fait que nous revenons chaque fois. C'est devenu même comme une stratégie politique pour accéder au pouvoir. Et cette stratégie-là ne marche plus. Parce que nous avons compris. Hein, nous avons organisé beaucoup de dialogues, Saint-Sylvestre, Union africaine, beaucoup Sun City, tous ces dialogues-là qui n'avaient pas l'agenda du Congo. D'ailleurs, c'était le dialogue organisé avec l'agenda extérieur. Cette fois-ci, organisons le dialogue avec l'agenda congolais. Si vous êtes congolais, venez au dialogue. Si vous êtes pris par le problème d'amnistie, il y a des voies de recours qui existent, qu'il faut recourir. Si vous êtes pris par le problème de justice, il faut répondre. Si le dialogue ne supprime pas la justice, ça on doit se le dire. Que pensez-vous du pacte social proposé par la Senko et les CC? Bon, moi je pense que je suis parmi les gens que la Senko a invité un jour pour la société civile pour voir comment nous expliquer. On nous a expliqué, nous étions parfaitement d'accord, mais la suite nous a échappé. C'est-à-dire? La suite nous a échappé parce qu'on a vu que ce n'était plus l'affaire de nous tous, c'était devenu l'affaire des deux églises. Tu vois, c'était devenu l'affaire des deux églises. Vous les avez vus sillonner tout le... L'inclusivité ne se fait pas de cette manière-là. Comment vous pensez faire l'inclusivité? Mais l'inclusivité, je pense en nous associant, ce serait aussi jouer le franc jeu. Par exemple, c'est les deux églises qui prennent l'initiative. De toute façon, l'initiative doit être prise quelque part. Donc, à notre humble avis, cette initiative devait associer les autres dans leur fameux périple pour éviter ce qu'ils arrivent aujourd'hui. Ils devaient associer les autres. Mais c'était devenu une chasse gardée. Ah, c'est qui, par exemple? Oui. Qui pensez-vous Mais il y a d'autres églises qui existent. Il y a des acteurs de la société civile qui existent parce que l'église est une branche de la société civile. Donc, tous ces acteurs dans notre diversité de composition, on devait prendre une unité, l'associer à la démarche pour qu'elle soit inclusive. Vous cherchez un dialogue inclusif dans un processus exclusif. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc déjà au niveau de la médiation. Déjà, on ne comprend plus. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont allés dire. Aujourd'hui, le Rwanda est en train d'avouer qu'ils sont au Congo parce qu'ils ont des terres qu'ils cherchent au Congo. Vous voyez tout ça. Mais ils ont rencontré ces messieurs. Est-ce qu'il les a communiqué cette vision des choses? Vous voyez, voyez-vous? Donc, mais il y a aussi le Burundi qui est impliqué dans l'histoire de guerre dans le sud. Mais pourquoi ne pas aller au Burundi? Pourquoi ne pas aller en Tanzanie? Voyez-vous? Ils ne sont pas allés au Burundi. Ah oui, ils sont allés, je ne sais pas si ma mémoire peut me trahir. Ça cache quelque chose. Hein, oui, ils ne sont pas allés au Burundi. Le Burundi est impliqué dans le problème de sécurité de la sous-région. La Tanzanie, pareil. Pourquoi ne pas aller là-bas? On a préféré aller chez Kagame, chez Museveni, ceux qui agressent le pays, ce qui est une bonne chose. Ça cache quelque chose? Mais ça ne cache rien. Parce que le problème, c'est que la manière dont ça a été fait, on peut soupçonner tout. Ce qui n'est pas bon. Quelle manière? Mais ils sont allés seuls. C'est devenu leur affaire. C'est devenu leur affaire. Ils n'ont pas cherché l'inclusion. Dans la suite de la communication, je parle d'abord, le fait que ils ne parlent pas pour... L'Église a déjà beaucoup de moyens, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir, mais ils parlent pour sauver les âmes. Mais dans l'inclusivité, vous ne pouvez pas chercher l'inclusivité. Vous-même, dans les attitudes, vous êtes en train d'agir de façon exclusive à vous. Ça, c'est un. Deux, les communications. Les communications ont brouillé toute la confiance qu'une bonne partie de l'opinion faisait foi à cela. Monseigneur Scholl communique. Que disent-ils? Monseigneur Scholl communique. Monseigneur Mouteba communique. Eric Senga, le pasteur Eric Senga communique.
cette communication-là devait être coordonnée. Elle n'est pas bien faite. Elle n'était pas coordonnée. Ce qui a fait que ça soulevait des tollés. Bon, qu'il m'excuse, moi j'en parle comme ça parce que, bon, il n'y a que de cette manière qu'ils peuvent corriger. Donc, la communication n'a pas été coordonnée. Ça a créé maintenant des spéculations. Ces spéculations-là ont créé aussi la méfiance. Ouais, ça, la communication n'a pas été bien assurée. Parce que chacun communiquait de deux. Ils avaient déjà mandat et mission d'être rapprocheurs des opinions qui sont divergentes. Mais à la fin, on a vu comme s'ils prenaient position pour un camp. Ça créait aussi des suspicions dans l'autre camp. Je vais dire ici, le fait qu'ils soient... ils étaient à Goma, par exemple. Oui. Là, on tue. Le langage qu'ils ont tenu à Goma n'était pas si violent que les langages qu'ils tiennent à Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Goma? Vous savez, à Goma, je ne sais pas, moi je n'étais pas avec eux. Mais dans leur discours... Mais, après... vous avez suivi quoi ils ont dit à Goma? Ils ont rencontré les autres et le silence était total. Mais quand ils sont à Kinshasa, le langage qu'ils tiennent, vous le savez vous-même. Vous le savez vous-même. Il est très violent, fort. Ce qui crée la méfiance, quand on va dans la médiation, il y a des attitudes et des comportements qu'il faut afficher. Maintenant, vous avez un dossier très intéressant que vous voulez que l'opinion puisse s'en approprier et aller de l'avant, mais en affichant des attitudes. Imaginez-vous, quand Monseigneur Donatien était interpellé à Lubumbashi, vous avez lu le communiqué qui a été publié par Monseigneur Mouteba? Très violent. On ne s'imagine même pas ce langage-là. Je sais que l'Église, à chaque moment de l'histoire, prend position. Allez-vous jusqu'à dire qu'ils ont perdu toute crédibilité? Bon, ils n'ont pas perdu la crédibilité, mais c'est une crédibilité qu'il faut encore reconquérir. Ils n'ont pas tout perdu. En réalité, il y a beaucoup d'incompréhension. De par leurs attitudes, ça a créé des incompréhensions, des spéculations. Et ce qui commence à... Les gens commencent à trouver qu'ils ont une autre démarche. Parce que c'est l'affaire à eux seuls. Les deux églises. Vous n'avez qu'à voir. Dernièrement, ils étaient à Washington. Ils étaient encore en Angola. C'est toujours les deux. Ils doivent changer l'approche. Qu'est-ce que vous leur suggérez? Bon, mais changer l'approche. Ça veut dire qu'au lieu d'agir seul, parce qu'il s'agit d'un problème de tous, il faut impliquer tous. Tous, c'est-à-dire la société civile. Tout le monde. Des confessions religieuses. Il y a quelques confessions religieuses qui partagent le même point de vue qu'eux. Il y en a aussi dans les confessions religieuses qui jouent à l'opportunisme. Ils s'approchent auprès d'eux pour les trahir. Donc, il y a la méfiance qui s'est créée dans les églises. C'est parce que nous avions commis une faute qui nous rattrape aujourd'hui. Quelle est la faute? Mais la faute, c'était quoi? Quand on a dit que les églises s'impliquent dans le processus électoral. C'est la plus grande erreur. La plus grande erreur. Ils ont pris goût. Ils ont pris goût. Et maintenant... En quoi c'est une erreur? Mais c'est une erreur parce que nous sommes dans un État laïque. C'est violer la Constitution même. Nous sommes dans un État laïque. Vous dites que le président de la CENI ne peut venir que des confessions religieuses. Vous avez créé un précédent fâché. Vous avez violé la Constitution. Nous sommes un État laïque. Et ça fait quoi? Les églises sont divisées parce que ça... Nous avons vu les églises s'insulter dans ce pays. Contrairement à ce que nous prêchent dans les églises, l'amour, consort. Mais quand il s'agissait de désigner quelqu'un de la CENI, vous avez vu comment ils ont sorti les biceps. Alors, dans ces conditions-là, ils ont pris goût. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'aller sur cette même ligne. Mais à chaque élection, il y a toujours des contestations. Est-ce que cela est dû notamment à cela, au fait que les églises soient impliquées? Mais ceux qui ont dirigé la CENI, jusqu'à la preuve du contraire aujourd'hui, c'est le membre de l'église. L'église a échoué complètement. C'est le membre de l'église. Et il y a une frange d'opinion qui disent qu'on les désigne d'eux-mêmes. Non, ils viennent de l'église, ils se réclament de l'église. L'église ne s'est jamais chassée. Nous avons vu Mal-Mal 1, Mal-Mal 2, Nanga, Ngoy Mulunda, Kadima qui est venu aussi, il vient toujours des églises. Donc, cette question, dans mon livre, je parle de réformes. Il faut laisser l'église s'occuper de l'éducation civique. Il faut laisser l'église. Il ne faut pas les miroiter le poste. L'autre erreur qu'ils avaient commise, quand nous étions en train de chercher comment désigner le président de la CENI, ils sont allés au Parlement, on les a roulés. Par qui? Ah oui,
l'ancien président du Parlement, on a dit, bon, allez travailler sur la désignation pendant que nous, on travaille sur la loi. Ils sont tombés dans le piège des distractions de postes en train de se déchirer et le Parlement en train d'avancer avec la loi électorale. Oui. Ça n'a pas aidé du tout. Ça n'a pas beaucoup aidé. Ça n'a pas beaucoup aidé. Mais avant d'arriver par le processus électoral, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur le dialogue. Oui. L'Angola également est en train de mener des consultations pour justement rapprocher. Dans le contexte actuel, comment la médiation devrait s'organiser pour que ce dialogue puisse finalement être un dialogue qui va résoudre le problème? Mais c'est lequel le problème? C'est pourquoi je vous ai dit le dialogue doit avoir un agenda. Il faut d'abord définir l'agenda. Il faut le finaliser. Parce que moi, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on va dire, quoi on va discuter avec qui? L'insécurité, par exemple, c'est un sujet qui fait... Vous savez que la solution de l'insécurité ne vient pas du dialogue. Vous pensez sérieusement que si nous, aujourd'hui, nous allons au dialogue, le Rwanda va quitter notre sol? Ou nous sommes naïfs? Donc le dialogue n'est pas une solution en soi. Non, mais est-ce que ça va résoudre le problème que le Rwanda quitte notre sol? C'est pourquoi tout doit être clarifié en amont. Vous, AFC M23, vous réclamez quoi? Quelle est votre revendication? C'est dans le dialogue qu'ils peuvent le dire. Mais le dialogue en soi, il faut le dire, il doit en contenu. Ce que nous faisons avec vous, c'est le dialogue. Il y a un contenu. Vous avez énoncé ici les débats. Mais nous, il faut qu'ils les demandent, qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Le contenu est quoi du dialogue? C'est à partir du contenu qu'on peut trouver l'approche qui peut être adaptée pour nous amener à la solution. On vous dit que dialogue inclusif. C'est un terme creux à ce stade. Donc, il faut l'agenda. On va le faire avec qui? Et c'est un dialogue qui va nous amener au positionnement dans le gouvernement, partage de pouvoir. C'est un dialogue de la souveraineté du Congo. Et c'est un dialogue de réforme. C'est tous ces éléments-là qui, tout le camp devait se positionner d'abord sur ce qu'ils veulent voir du Congo. En ce moment-là, on le mettait dans le panier pour voir comment regrouper et organiser le dialogue. Pour l'instant, il n'y a rien qui soit précis. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous amener. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas le dialogue. Mais je voudrais avoir un dialogue qui tire des leçons de d'autres dialogues que nous avons connus. Vous voyez ça? Qui tire des leçons pour quand même, une bonne fois pour toutes, on ait un dialogue sincère qui peut nous faire déboucher sur la paix durable. C'est ce dialogue-là qu'il faut faire. Mais s'il faut commencer à venir du dialogue chaque fois, tout le temps, c'est devenu une formule congolaise d'accéder au pouvoir. Ils ne vous disent pas qu'ils veulent le pouvoir. Mais en réalité, c'est ce qu'ils cherchent. Mais est-ce qu'un glissement est-il envisageable pour l'intérêt général? Un glissement de mandat? On a déjà eu des glissements. Est-ce que l'intérêt général a été sauvegardé? Mais est-ce qu'on peut essayer encore une fois? Bon, moi je me pose la question, nous avons déjà eu le glissement. Est-ce que l'intérêt général était... Vous savez, en 2011, lorsqu'on a révisé la Constitution, M. Mende, il est encore vivant, il nous disait que nous quittons de 2 tours à 1 tour de l'élection présidentielle pour économiser. Mais après, nous sommes trouvés dans un processus sans argent pour aller 2 ans et obtenir des élections après 2 ans. Ça, c'est le langage d'un politicien. Tout ce que nous sommes en train de faire actuellement, parce que les Congolais ne prennent pas conscience, va déboucher sur ce que vous êtes en train de souhaiter. C'est inévitable aujourd'hui. Mais nous sommes là. Allah, la CENI, ils sont là, ils poirotent. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Qu'est-ce qu'ils font pour que le processus, qu'en 2028, on ait des élections? Donc aujourd'hui, c'est impossible au regard des opérations menées par la CENI, c'est impossible d'avoir les élections. Il y a des opérations qu'ils mènent, vous les avez. Les conseillers communaux, 15 personnes, par exemple, la commune d'Ensele, n'a que 15 conseillers. Organiser l'élection d'un bourgmestre avec 15 personnes, ça demande des millions. Pas de volonté politique. Il n'y a pas de gouvernement. Mais vous ne pouvez pas envisager l'élection de 2028 parce qu'il y a des élections qui sont inachevées. Il y a des élections et du gouvernement et de la CENI elle-même. Parce que l'organisation de ces élections-là ne demande même pas beaucoup de moyens. Même le papier duplicateur, on peut découper, on a un bourgmestre. Chaque
quand il y a une antenne de la CENI qui peut organiser cette question. Et la CENI et le gouvernement, il n'y a pas la volonté politique d'aller. Donc le processus est inachevé. Aujourd'hui, nous cohabitons les conseillers communaux avec les bourgmestres nommés. La cohabitation est très difficile. À Massine, on les a retrouvés sur la rue. Il y en a même qui sont en train de mourir sans exercer réellement la mission que le peuple les a confiée. Vous voyez? Donc, ils souffrent. Vous avez vu dernièrement, ils étaient à la primature pour qu'on le paye un mois. Maintenant qu'on les a payés un mois, eux aussi, ils ont baissé les bras. Plus de 9 mois, combien de mois qu'ils sont là-bas, on ne les paye pas. Ils ont baissé les bras. Ils attendaient le fait. Maintenant, ça va revenir. Merci bien. Revenons à la désignation des membres de la CENI. Qu'est-ce que vous suggérez pour qu'une CENI soit une CENI qui puisse être une CENI crédible, qui inspire la confiance? Comment devra-t-on désigner les membres de la CENI? Il faut procéder par la réforme même de la loi organique. Les modalités de désignation des membres de la CENI restent éminemment politiques. Nul ne sera la CENI s'il n'est pas passé par le Parlement. Qui passe par le Parlement, il y a la majorité. Et c'est la volonté de la majorité qui va fonctionner. Et les politiques. La technicité ne sera plus prise en charge. Beaucoup d'entre eux qui sont là-bas, certains viennent de partis politiques qui n'ont jamais fait question électorale. Donc, s'il y a une volonté politique réelle, on mettra les mécanismes de sélection transparents, même le mettre en compétition, pour qu'on ait les éléments qui peuvent nous amener à des élections justes. Je doute qu'un jour on aura des élections justes. Parce que la manière dont on désigne les gens indique déjà qu'il est très difficile. On n'a jamais eu d'élection. Mais écoute, la majorité a un pourcentage de membres là-bas. La majorité, si c'est 6, si je ne me trompe pas, l'opposition c'est 4. On est allé déjà dans une institution qui est appelée à arbitrer dans une position de vainqueur et de vaincu. Et vous attendez les résultats vraiment dans l'ordre des choses. On aura toujours des élections de celui qui est vainqueur. La configuration de la CENI, c'est la configuration de l'Assemblée. La CENI est très politisée. Le travail technique qu'on attend d'eux ne peut pas venir maintenant. Mais je ne peux pas être trop alarmant. Je pense que c'est des choses que nous devions améliorer chaque jour. Chaque jour. Moi, je pensais, même s'il y a des réformes, il y a des liens avec la Constitution. On doit revenir à deux tours. On doit revenir à deux tours. On doit revenir à deux tours. Ça va résoudre le problème. Mais ça va résoudre le problème de légitimité. Nous avons des présidents qui sont liés avec moins de 50%. Ça va résoudre le problème de légitimité. Mais justement, on parle de ces élections. On n'a jamais eu des élections qui sont des élections de bonne qualité depuis qu'on a repris le chemin du processus électoral, depuis 2006. C'est lequel? On n'a jamais eu des élections de qualité? Mais il y a toujours contestation. Dans cette ville, ici où nous sommes, vous savez, à côté, s'il y avait la bagarre entre Bemba et Kabila. Ici, dans cette ville, en 2006, il y a eu la bagarre. 2011, vous savez, c'est ce chaos qui a été organisé. Vous savez ce que s'était passé en 2011. Le chaos qui a été organisé dans la ville ici, je crois que c'est 13 ou 11. Je crois que c'est 11. 11, oui. Oui, il y a eu un chaos ici. Et au lieu de les organiser en 2016, nous les avons eu en 2018. Vous avez vu un chaos dans cette ville, cette contestation, vérité des urnes. Vous avez oublié facilement ça. C'est plus près de nous. Vérité des urnes, vérité des urnes. Et vous connaissez les champions. On n'est pas arrivé. Donc, les élections en Afrique font toujours obligé des contestations. C'est quand même le cas, même aux États-Unis, il y a eu quand même des contestations. Trump qui revient ici, on a sauté le mur de Capitole. Il était même en justice pour ça. Donc, les élections sont des moments où les tensions bougent. Mais parce que nous ne pouvons pas avoir des élections justes avec des lois injustes. Il faut commencer à corriger dans la loi et prétendre avoir de bonnes élections. La loi électorale. La loi électorale, la loi organique. La organique de la CENI. De la CENI. Oui. C'est de cette manière qu'on peut avoir des élections. Mais on n'aura pas des élections justes, vraiment parfaites. C'est difficile. C'est difficile. C'était difficile. Quel est votre avis par rapport à ce que Nanga dit? Nanga parle d'un compromis qu'il y a eu en 2018 qui aurait permis justement au président Tshisekedi d'être
désigné, pas élu, mais désigné président de la République, pendant que le vainqueur était un autre. On parle de Martin Fayulu. Vous êtes de la société civile, vous aviez aussi peut-être, vous étiez dans l'observation électorale, sûrement. Quelle est votre appréciation par rapport à cela? Tshisekedi avait-il réellement gagné les élections ou il y a eu, comme Macron le disait, un compromis à l'africaine? Est-ce que Nanga est sérieux? D'abord, il le dit à quel moment? Qui peut le croire? Il n'est pas sérieux. Pourquoi il était là pour des élections justes? Pourquoi il a cautionné l'injustice? Est-ce qu'il est sérieux avec ce qu'il dit là? Il n'y a que des gens comme lui qui peuvent le croire. Il n'est pas sérieux. Ce n'est pas parce que tu as pris les armes que tu commences à dire ce que j'avais fait mauvais. Mais il peut être condamné pour ça aussi. Hein? Parce qu'il nous a induit en erreur. Moi, tout ce que je peux vous dire, si nous aurons encore la force, il répondra de ça devant la justice. Parce qu'il croit que ce sont des choses simples. Il le dit aisément comme ça. Il répondra ça un jour. Même pas avec nous, même nos enfants. Vous voyez ça? Donc, il n'est pas sérieux. Dire qu'il y a eu un compromis, il y a eu ceci. Oui. Vous le dites à quel moment? Il était à Kinshasa, si on l'a interrogé plusieurs fois, par Jean-Marie Kassamba. Ah oui, oui. Il n'a pas dit cela. Et il vient dire ça. Moi, je n'ai jamais même suivi ça. J'ai trouvé que c'est un homme moins sérieux. Hein? C'est là aussi l'implication de l'Église. On va faire de mauvais choix pour diriger la CENI. Voilà le cas. C'est l'image de l'Église qui prend le coup. C'est l'image de l'Église qui prend le coup. Coordonnateur Jonas Chombela, on est en train d'aller lentement mais vers la fin de l'émission. 20 ans de la Constitution. Votre lecture? Ben, je crois que notre Constitution, il est venu le temps du regard, du regarder avec un regard critique et de voir comment on peut l'adapter à notre nouveau environnement. Il faut l'adapter. Il faut l'adapter à notre nouveau environnement. Je venais de vous parler tout à l'heure que nous sommes partis de 2 tours à un tour. Il faut revenir. C'est que c'est la Constitution qu'on doit toucher. On peut toucher au 220? Mais l'article 220 n'est même pas protégé. Comment ça? C'est la matière contenue par l'article qui est protégée, mais pas l'article lui-même. Est-ce que vous savez que la Constitution est violée à longueur de journée? Par qui? Seul le président de la République peut encore sanctionner le gouverneur. Le gouverneur ne peut pas être sanctionné par le ministre de l'Intérieur. Le gouverneur ne peut pas être sanctionné par le ministre de l'Intérieur. S'il était sérieux, il doit rentrer au Parlement, à l'Assemblée provinciale, et c'est l'Assemblée provinciale qui est qualifiée pour sanctionner le gouverneur. Aujourd'hui, dans le cas du ministre, du gouverneur du Haut-Katanga, Kabula, qui est à Kinshasa. Mais c'est à l'Assemblée provinciale qu'il faut résoudre le problème. Pas au ministère. Non, c'est de la violation de la Constitution. Il faut bloquer ça. Ça, c'est violer la Constitution. Même Mouya, j'ai subi la même... Oui, mais c'est ça que je ne veux pas que ça continue. Voilà pourquoi on doit revoir cette Constitution pour encadrer tout ce que nous avons commis bavure. L'article 217 dit que au nom de l'unité africaine, la RDC peut abandonner une partie de sa souveraineté. Avec un pays comme le nôtre, où les voisins ont des velléités expansionnistes, nous laissons cette fenêtre ouverte. Il y a un risque que nous puissions laisser la balkanisation dont on parle là, elle est même dans la Constitution. Article 217. Oui, 217, il faut le lire. Donc, je pense qu'on peut revoir la question de la nationalité. On peut voir la question de la nationalité. Le président de la République a le bilan à faire, mais il n'est pas responsable devant le Parlement. Qui est responsable devant le Parlement? Le gouvernement? C'est le gouvernement. Mais qui répond du bilan? Vous voyez des choses comme ça. Aujourd'hui... Et le chef de l'État, le chef de l'exécutif. Ah, il est chef de l'exécutif, mais il ne répond pas. C'est le gouvernement. S'il y a une sanction, elle viendra du peuple. De l'Assemblée du Parlement. Mais ils ne vont pas sanctionner le chef, sauf s'ils sont réunis en congrès. Ça, c'est très long, un processus très long. Si aujourd'hui, le président de la République, à 2 jours ou à 3 mois de la fin de son mandat démissionné, peut-il encore revenir aux élections? La Constitution dit quoi là-dessus?
Un mandat renouvelable, une seule fois. Une seule fois. Mais maintenant, il arrive, avant la fin de son mandat, il démissionne. Il n'a pas terminé le mandat. Les élections s'annoncent. Peut-il encore revenir ou il a déjà exercé une partie? Voilà autant de questions qu'il faut élucider pour éviter des choses qui peuvent encore nous amener à des situations où on dit qu'il reste en place. Mais ça encore, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Je crois que c'est l'article 70, quelque chose comme ça. C'est des choses qu'il faut corriger. Ça contredit. Mais ça contredit parce qu'il peut rester même 2 ans. Il peut rester 2 ans. Et il peut retarder les élections pour rester au pouvoir aussi longtemps possible. Vous voyez, c'est des choses comme ça, mis dans la Constitution avec trop d'ambiguïté, qu'il faut revoir. Donc, il est venu le moment de revoir cette Constitution pour le mettre dans le contexte réel du pays. Mais que dites-vous à ceux particulièrement l'opposition, qui dit que si on veut toucher la Constitution, c'est pour donner un mandat ou des mandats supplémentaires au président Tshisekedi? Mais moi, je pense que nous devons dépassionner le débat. Parce qu'on veut, là, que je m'y mette. Vous serez dans la même situation. Kabila est parti. Oui. Tshisekedi est dans la même situation. Pourquoi on ne peut pas corriger pour que ça soit stabilisé une fois pour toutes? Oui, c'est ça le problème. Il n'y a personne qui sera éternel au pouvoir ici, dans notre pays. Mobutu a fait 32 ans. Il n'était pas éternel. Est-ce que vous serez gêné de le voir continuer après 2028? Je ne suis pas dans cette dynamique-là de penser à pas de spéculation. C'est la Constitution qui détermine la loi suprême. Il ne faut pas entrer dans la dynamique de spéculation. Est-ce que... C'est la Constitution qui va déterminer. Lorsque ce sera revu, tout ce que nous avons comme problème dans la Constitution, qui gêne la gouvernance, et surtout sur le plan politique, il faut y regarder avec de belles lunettes, de telle manière à ce qu'on ne soit pas dans le lunettes politicien où on pense que comme je suis dans l'opposition ou je suis au pouvoir, je dois demeurer, ou quand je suis dans l'opposition, je dois quitter. On regarde un document. La loi, comme on le dit, elle a une des caractéristiques. La loi est impersonnelle. La loi ne doit pas être calquée sur Tshisekedi, sur Kabila, sur Katumbi. La loi doit être calquée pour tout Congolais. Taillée cette manière-là. Tout Congolais qui passera par ici, voilà son sort. D'accord, d'accord. Oui. Alors, juste une dernière question peut-être pour finir. Revenons sur cette proposition de M. Noël Tchani, de père et de mère pour certains postes de souveraineté. Mais c'est nationaliste, le monsieur a donné la loi et le projet a été sérieusement critiqué, mais il est dans les opinions ici. C'est devenu même une chanson. Partout où vous allez, je suis de père et de mère. On peut ne pas voter au Parlement, mais c'est voter dans les esprits des Congolais. Est-ce que vous soutenez cela? Mais moi, je suis de ceux qui pensent. Parce que vous voyez, ce qui arrive au Congo aujourd'hui, ceux qui trahissent le Congo, c'est de ces gens-là aux nationalités douteuses. On donne des postes très importants du pays à des individus qui ont des agendas d'autres nations. Vous voyez ça? Donc, il faut bien protéger et verrouiller même. Pour être candidat président de la République, il faut être congolais de père. Parce qu'on n'allait pas tuer vos parents. Mais celui qui partage plusieurs nationalités. Moïse Katumbi et ses hommes pensent que c'est juste pour l'écarter de la course à la présidentielle. Parce que lui, il est d'un parent qui n'est pas... C'est ça, ce que je venais de refuser. Les lois ne sont pas faites pour les individus. Parce que Moïse peut mourir demain. Je ne le souhaite pas, je le souhaite longue vie. Il peut mourir demain. Et qu'est-ce qu'on va devenir avec la loi? La loi, elle est faite comme ça. Hein? Vous n'allez pas partir aux États-Unis et vous improviser candidat président d'un pays parce que vous êtes plus intelligent que tous les Congolais. Non. Voyez-vous? Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse commencer à parler de Moïse Katumbi, de Tshisekedi, de Kabila. Là, nous faussons le débat. Il faut parler de l'impartialité de la loi. La loi n'est pas personnalisée. Elle est impersonnelle. C'est ça les caractéristiques d'une loi. On ne fait pas une loi à cause d'un individu. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un modèle qu'il faut suivre. Parce que là, on fait des lois en fonction des individus. Mais nous devons quitter ce carcan des individus, penser aux générations qui vont venir. Nous allons laisser le pays
On a décrié hier Kabila, aujourd'hui on est en train de décrier Tshisekedi, demain on va décrier je ne sais pas qui. Quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre. Mais pourquoi ne pas résoudre le problème là une fois pour toutes pour que les choses aillent normalement? Voilà pourquoi je suis parmi les gens qui ont combattu la non-révision de la Constitution. Mais En 2011. Oui, pas 2011, 2018. Oui. Je suis membre du CLC. Vous savez, j'ai combattu ça. Et puis, même en 2006, moi, je n'ai pas voté cette Constitution. Pourquoi? Oui, mais j'ai trouvé déjà qu'une Constitution, déjà en 2006, j'avais voté non au référendum, en 2005. Moi, j'avais voté non. Parce que j'estimais que cette Constitution nous posera des problèmes. Et nous y sommes. Mais, comme la voix de la majorité était celle-là, nous sommes ralliés. Après, nous nous rendons compte que la Constitution commence à devenir un problème. Pour le professeur Ndayouel, il est vivant. Lui, il veut aller avec une proposition jusqu'à un mandat de 10 ans. Pour quand même casser tout ce qu'il fait. Il y en a qui parlent aujourd'hui de mandat de 7 ans. Il y en a qui, Ndayouel a parlé de 10 ans. Si quelqu'un a un projet, il peut le terminer. Tout ça doit faire l'objet d'un grand débat. Avant d'y arriver, ça doit faire l'objet d'un grand débat, d'un consensus national, où nous nous mettons tous d'accord. Mais quand l'Église parle de la refondation de l'État, c'est l'Église catholique qui parle avec le pacte. Le pacte social. Oui, il parle de la refondation. Donc vous allez refonder l'État avec cette constitution? Impossible. Impossible. Donc, une brèche est déjà là. Il y a une prédisposition de bouger ce qui ne va pas et voir comment nous pouvons organiser les choses. Donc, c'est un consensus, mais ça ne s'impose pas. Il faut qu'on ouvre le débat. Et nous, à la société civile, nous pensons aller dans le débat sur cette question-là. Mais ajouter, faire avoir un mandat de 7 ans, 9 ans, 10 ans, cela serait peut-être idéal. C'est ce que vous voulez dire? Bon, je veux dire que d'après les calculs qu'on le calcule, il y a l'année électorale. Oui. Franchement, celui qui est président de la République, cette année-là, il est préoccupé par sa campagne et avoir une majorité. Il n'est pas là pour le Congo. En réalité, il travaille 4 ans. Où nous sommes d'accord sur les 5 ans, où nous ne sommes pas d'accord. Vous voyez ça? Même quand on mettra 7 ans, il y aura une année électorale. Vous voyez ça? Quand on mettra 10 ans, il y aura toujours une année électorale qui n'est pas réellement comptabilisée pour le compte de la communauté parce que la volonté politique vous pousse à voir comment revenir, comment positionner et l'intention de bien faire vous quitte tout de suite parce que vous ne savez pas votre sort dans les heures qui vont suivre. Donc, ça sont des débats qui se disent. Mais ça doit être le résultat d'un consensus. Un consensus. Un consensus. J'insiste sur le consensus. Ça ne s'impose pas. Ça s'explique pour avoir l'adhésion. Et je pense, dans notre cas, comme il y a des suspicions gauche-droite, pour le moment, je pense qu'il faut travailler sur le référendum. Faut-il ou pas toucher à la Constitution de la République? Oui ou non? Il faut poser la question au peuple. Il faut poser la question au peuple. S'ils disent oui, on voit qu'est-ce qu'on touche. Avec cette CENI. Mais d'ailleurs, leur mandat termine l'année prochaine, au mois, je crois, d'octobre. Jusqu'ici, personne ne parle. Hein, parce que ces gens-là vont quitter au mois d'octobre l'année prochaine. 2027. Mais nous sommes à quelques jours ou quelques mois de la date. Le débat n'est pas ouvert. C'est le dialogue. Et là, ça peut nous amener de ne pas voir les élections dans le délai de la Constitution. Merci beaucoup, Monsieur Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. C'est moi qui vous dis merci pour l'honneur que vous nous faites. Merci aussi à ceux qui vont nous suivre. Ce n'est qu'un débat. Et donc, il peut être critiqué et même amélioré. Critiquer, même améliorer. Merci aussi à vous qui nous avez permis, qui nous suivez de partout à travers le monde. Ce sont des avis. La Constitution permet la liberté d'expression. Eh bien, il est venu s'exprimer, donner ses idées. Vous êtes d'accord, tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi venir. Le plateau est pour tout le monde. Merci de nous avoir suivis. L'émission se poursuivra prochainement avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité. Au revoir.